Carte sur table. Carte sur table, prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 14 octobre de l'année 2018, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la normalisation. Auditrices, auditeurs, amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur les différents canaux de diffusion du groupe de presse Le Matinal, les médias bien sûr. Voici le 39e numéro de votre émission sociopolitique Carte sur table. Les prochaines consultations législatives risquent d'être rudes et pourraient laisser de graves séquelles au sein des partis traditionnels. Avec le nouveau code électoral, les places sont limitées, très limitées. Les envies de candidature dépassent clairement les postes disponibles. Le choix des candidats apparaît comme une équation à plusieurs inconnus chez les mouvanciers comme chez les opposants. Si la jeunesse béninoise est très active sur le terrain, elle ne semble pourtant pas être sur la même longueur d'onde, puisque les places sont verrouillées par les vieux, comme on le dit souvent. À 6 mois des élections législatives, que peut la jeunesse concernant le choix des candidats capables de représenter dignement leur chapelle politique? En studio ce matin, M. Cédric Rounou, représentant le mouvement politique Plus sans nous, bien sûr, jeune leader du Bénin Promotion 2016. M. Rounou, bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, vous serez donc amené également à opiner sur quelques sujets d'actualité sur le plan national. Le bilan à mi-parcours du chef de l'État, le président Patrice Talon, à partir de 10h, mesdames et messieurs. Vous pourrez intervenir dans cette émission en composant les deux numéros qui sont à notre disposition, le 65 0024 24 ou le 61 53 90 53. Je salue tous les fidèles auditeurs du nord du pays qui nous ont rejoints grâce à Urban FM de Paracourt en synchronisation. Je remercie également toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment grâce bien sûr à la caméra de Semiat Yessoufou. Mesdames et messieurs, une fois encore, bienvenue sur les différents canaux de diffusion du groupe de presse Le Matinal. Monsieur Cédric Rounou, rebonjour, comment allez-vous? Je vais bien, bonjour à nouveau, monsieur Letravo. C'est vrai que c'est le mois de la jeunesse, le mois des jeunes, comme nous l'avons institué donc sur l'émission Carte sur table, le mois d'octobre, pour être plus précis. Nous allons écouter beaucoup plus donc la jeunesse béninoise, ses envies, ses appréhensions, le rôle que ces jeunes jouent concrètement bien sûr dans les différents partis politiques. Aujourd'hui, donc, vous représentez donc le mouvement politique Plus sans nous. Alors, parlez-nous un peu donc de ce mouvement politique, M. Rounou. Je vais vous dire que le mouvement politique Plus sans nous est un mouvement qui existe depuis quelques années. Il a fait ses preuves dans la 19e circonscription électorale. Aujourd'hui, tous les jeunes, quand on dit PSN, tous les jeunes savent ce que c'est. Aujourd'hui, les années ont attesté que ce mouvement politique a suffisamment travaillé et continue de travailler d'ailleurs. Il est présidé par Uriel Agbedia, qui est un jeune dynamique et qui a le sens de l'engagement politique et de l'engagement social. C'est vrai que le groupe de mots Plus sans nous est très évocateur. C'est-à-dire que rien ne sera plus comme avant, M. Rounou. Absolument. L'esprit, c'est de faire en sorte que la jeunesse arrive à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, le défi, c'est de sortir les jeunes de la léthargie, de mobiliser les jeunes, de les travailler, de travailler leur psychologie, pour qu'ils puissent sortir, pour surtout se faire confiance, se convaincre que la jeunesse peut. Et c'est le verbe pouvoir que nous tablons sur ce verbe pour travailler la psychologie des jeunes. C'est très important. Alors, depuis 2016 que vous avez vu le jour, qu'est-ce que vous avez posé comme acte déjà? Parce qu'il ne suffit pas de dire mouvement politique de jeunes, mais est-ce que déjà sur le terrain, vous avez déjà fait quelque chose de visible, M. Rounou? Vous savez, en politique, il y a ce qu'on appelle le travail souterrain. Et ce travail souterrain, rien n'est automatique en politique. C'est un travail de longue haleine. Il faut travailler la psychologie. Moi, aujourd'hui, le point de travail à faire, c'est un travail psychologique. Absolument, parce que sur le terrain, ce qu'on voit est ahurissant. C'est ça. Absolument. Moi, au sein de PSN, nous disons que le travail que nous faisons depuis quelques années déjà, c'est un travail de formation, c'est un travail de réadaptation, c'est un travail d'orientation. Et ce travail n'a pas besoin des caméras pour qu'on voit ça.
C'est un travail qui se fait tous les jours, c'est un travail de longue haleine et nous nous mettons dessus et nous travaillons encore là-dessus. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'un des rôles d'un mouvement de jeunesse doit être la formation, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, et les formations de ces militants. Malheureusement, M. Ounou, depuis des années, ce n'est pas le cas. Et que fait alors le mouvement politique? Est-ce que vous avez déjà formé des militants? Parce qu'on va, si pas seulement de rester derrière les leaders politiques pour dire que bon, nous sommes en train de soutenir telle action. Qu'est-ce que vous avez posé comme acte? Est-ce que sur le plan de la formation, on peut, disons, noter quelque chose au sein du mouvement? On a fait beaucoup de formations, que ce soit la formation en éducation civique. Aujourd'hui, il faut restaurer certaines valeurs, que ce soit la formation en leadership politique, que ce soit la formation dans la bonne gestion des affaires politiques. Nous avons fait beaucoup de formations, je vous assure, M. Darbo. Oui, mais on a constaté aussi que les jeunes n'ont pas le courage et de l'audace également pour ouvrir les chantiers sur les thématiques ou les problématiques. Aujourd'hui, c'est la cybercriminalité, c'est le chômage, la délinquance, c'est l'insécurité. Donc, c'est pas ça qui freine aujourd'hui l'évolution des jeunes? Oui, c'est malheureux, mais c'est-à-dire que on a montré aux jeunes pendant tout le temps, depuis 1960, que la jeunesse ne peut pas, que la jeunesse n'est pas capable. Donc du coup, cette jeunesse se dit, eh ben, je ne peux pas gérer les affaires publiques. Vaut mieux aller chercher un raccourci. Et c'est un travail d'éducation. C'est justement pour mettre un frein à cette pratique, c'est malheureux, à ce problème que nous avons réfléchi ensemble, nous avons initié les formations dont j'évoquais tout à l'heure. C'est ça. Oui. Les jeunes jouent souvent un rôle central et catalyseur dans les mouvements dans des démocraties. Il y a certains qui souhaitent justement la révision des tests réglementaires pour inclure les quotas en faveur des jeunes, puis comme les femmes aussi. Est-ce que vous pensez qu'effectivement on peut réserver une place à la jeunesse? Peut-être à l'Assemblée nationale, on dit nous avons besoin de 10 jeunes de tel âge à tel âge à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? C'est possible. C'est possible dans l'absolu. Mais c'est pas la paresse aussi. C'est possible dans l'absolu, mais je vais peut-être vous surprendre. Vous savez, là, quand on est jeune, on se lève. Personne ne peut pas rester là pour dire donnez-nous des quotas. Personne ne ferait ça. Les politiciens, les aînés iront peut-être dire que la jeunesse est le fer de lance, que la jeunesse est la fine fleur de la nation. C'est des discours. Mais aucun date, ils ont raison. Le pouvoir s'arrache, s'il vous plaît. Ça. Le pouvoir, mais on l'arrache. Si vous ne l'arrachez pas, personne ne vous le donnerait. Personne. Le pouvoir s'arrache et quand on est jeune, il faut se lever, il faut se mobiliser. Il faut avoir l'audace, il faut avoir la témérité, j'allais dire, pour poser certains actes. Pour graver ces actes-là dans le rocher de la mémoire collective. Alors, nous allons revenir sur le problème de la jeunesse tout à l'heure pour parler très rapidement du chef de l'État. Vous savez, le président Patrice Talon est à mi-parcours présidentiel. Vous le savez, les mi-mandats sont rarement l'occasion de crier victoire ni de dormir sur ses lauriers. Alors, il reste encore 2 ans et demi. Et M. Cédric Ounou, votre appréciation sur les 2 ans et demi de gouvernance du président Patrice Talon? Quand on évoque le bilan du chef de l'État, Patrice Talon, que je respecte beaucoup, on a tendance à penser, on a souvenance des plaintes et des complaintes. Donc, je vais évoquer d'abord des réformes. Ce que le président Talon a réussi à faire, c'est d'abord de penser à certaines réformes qui, depuis 1960, auraient pu être faites, mais qui n'ont jamais été faites. Voilà. Premier élément, des réformes audacieuses. Aujourd'hui, tout le monde tombe d'accord que la chose publique est respectée. Aller dans l'administration publique, la chose publique est respectée. Il faut restaurer cette valeur. Et quand on parle de réforme, je vous assure que ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas 10 ans, il faut voir les fruits. Quand on met en place une réforme, c'est peut-être 15 ans, 20 ans après. Ceux qui ont développé le Ghana, mais ce n'est pas automatique. Ceux qui ont développé les dragons d'Asie, ce n'est pas automatique. Mais il faut quelqu'un pour faire des réformes. Aujourd'hui, c'est vrai que j'aime beaucoup cette phrase que Uriel Agbega a utilisée. Il dit, aujourd'hui, dans la douleur des réformes, toute réforme est douloureuse. Et les plaintes et les complaintes qu'on entend, les plaintes et les complaintes auxquelles on assiste, c'est la conséquence directe des réformes qui sont mises en place. Et je vous assure que donnons-nous 10 ans, donnons-nous 15 ans, ce pays ira loin.
Et je le dis avec beaucoup d'assurance, le bilan du chef de l'État à mi-parcours est un bilan élogieux. C'est vrai que le président Patrice Talon reste un homme susceptible de commettre des erreurs. Je suis d'accord. Tout n'est pas rose. Mais ce qui est fait, c'est audacieux et il faut l'évoquer avec le plus grand respect. Alors, sur le plan politique, donc des réformes institutionnelles, des réformes politiques, et c'est vrai que le président Talon a été souvent critiqué pour ces réformes menées donc de front, et je l'avais dit dimanche dernier au parc de charge, la méthode selon certains est tellement brutale. Alors, est-ce que c'est vrai selon vous? Non, vous savez... Il veut aller un peu plus vite que plus vite. Il est très, très pressé donc de Est-ce que vous imaginez que quelqu'un qui quitte Cotonou à 8 heures ne puisse pas arriver à Bassila avant que quelqu'un qui quitte à Cotonou arrive à Paris? On n'a pas de route, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a rien dans le pays. Mais quand vous analysez bien depuis 1960, on a eu le temps. Le Béninois, tout de suite confondu, c'est-à-dire qu'au lendemain de la conférence des forces vives de la nation, on a tout de suite pensé que la liberté, c'est le libertinage. C'est ça. Ah oui? Et puis, chacun se lève, fait ce qu'il veut. Ah mais c'est vrai, c'est la démocratie. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase du président Boni Yahi quand il dit que c'est une démocratie Nescafé. Absolument. C'est-à-dire qu'on ne peut pas développer un pays comme ça. Chacun ne peut pas se lever et faire ce qu'il veut dans une république. Fut-elle démocratique. Donc moi je pense que pour développer un pays, on a les exemples. Le Bénin ne peut pas inventer la roue. Pas possible, le Ghana l'a fait. La Chine l'a fait. Le Japon, les pays d'Asie, le Singapour que j'aime beaucoup. Ce pays, c'est le Bénin. Le Bénin le dépasse largement en superficie et en nombre d'habitants. Mais le Singapour fait partie de top 3 de tout au monde. Meilleur aéroport, meilleur. Mais il faut avoir le courage de faire des réformes. Et ces réformes-là, à un moment donné, il faut mettre un coup de force. C'est vrai que on peut trouver des choses à dire sur la méthode Talon. On peut trouver des choses à dire sur certaines façons de gérer, mais dans l'absolu, je vous assure qu'on ne peut rien faire et considérer et tomber dans le libertinage. C'est pas possible. C'est pas que je défends la dictature. Non, je suis pour la démocratie. Il vaut mieux même être dans la démocratie. Toutefois, je dis aux Béninois qu'il faut un peu plus de sérieux. Il faut un peu plus de discipline pour qu'on aille de l'avant. Oui, mais on parle beaucoup plus également d'un matraquage fiscal de la classe moyenne. Est-ce que vous êtes aussi de la classe? Je ne dirais pas, je ne vous juge pas, monsieur Rounou, mais quand on parle de la fiscalité, quand on parle donc des fiscs, on voit un peu que les Béninois on paye aujourd'hui les impôts. Ils ont du mal à le faire parce qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, ils n'avaient pas cette habitude-là, monsieur Rounou. Non, c'est-à-dire que c'est ça que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas la faute du citoyen. Est-ce que le citoyen a été éduqué à payer les impôts? Mais non, depuis 1960, la chose publique, mais c'est inconcevable qu'on puisse payer les impôts, mais ça sort de l'ordinaire. On n'a pas éduqué le Béninois, on ne l'a pas éduqué du tout. C'est-à-dire qu'on a mis tout dans la tête du Béninois que l'État a un gâteau, qu'il faut couper. C'est pour cela que, quand vous allez voir, il faut bien observer, quand on nomme quelqu'un, on dit « Ah, c'est fini ». Le lendemain, toute sa famille se mobilise. On dit « Ah, enfin, notre famille a eu pour elle. L'État a un gâteau. Et dans ces conditions, personne ne peut payer un loyer. » Et le président Talon est venu dire « Bon, stop. On ne peut pas considérer l'État comme un gâteau tout le temps. Il faut commencer par payer les impôts. » Donc, du coup, ce n'est pas encore ancré dans les habitudes. Je comprends la difficulté. Mais à un moment donné, s'il vous plaît, il faut. On peut pas. C'est-à-dire que tous les pays qui se développent au monde, c'est ça. Il faut payer les impôts. Il faut. Et maintenant, vous parlez de matraquage. Moi, je pense que ce lexique est un peu trop fort. Non, c'est pas moi. Je ne fais que répéter ce que les autres, les millions lambda disent. Non, on va pas parler de matraquage. On va parler d'institution de nouvelles habitudes. C'est tout. Moi, je pense que, honnêtement, que ce soit le citoyen le plus nanti jusqu'au citoyen le plus pauvre, il faut qu'enfin que le citoyen puisse participer au développement de son pays en payant des impôts. Le Bénin vit-il mieux aujourd'hui, depuis 2 ans et demi, selon vous? Vit-il mieux? Je dirais que la réponse ne peut pas être automatique. On a installé des réformes. Et c'est pour ça que je parle de la douleur des réformes. Le Béninois vit-il mieux? Difficile de dire oui, difficile de dire non.
Ce qui est sûr, Oui. le Béninois vivra mieux. Ah, je préfère ça. Alors, puisque vous parlez bien sûr donc, des 2 ans et demi, bien sûr, du bilan à mi-parcours présidentiel, nous allons parler bien sûr du Piaget, le programme d'action du gouvernement, qui poursuit justement son petit ballon de chemin. Et après 2 ans et demi, M. Ounou, est-ce que vous êtes satisfait donc, des avancées ou bien il y a des couacs au niveau donc, du Piaget? Non, le Piaget, dans le fond comme dans la forme, c'est un bon document. Même les opposants l'ont reconnu. C'est un bon document, c'est objectif, c'est clair, c'est faisable. Maintenant, le président Talon, que ce soit ses ministres ou lui-même, il reste des hommes susceptibles de commettre des erreurs, je l'ai évoqué. Donc pour moi, dans l'exercice du pouvoir politique, on peut se tromper. Dans l'exercice du pouvoir politique, on peut se tromper, on peut commettre des erreurs. Mais ces erreurs, il ne faut pas mettre ces erreurs-là comme la boussole qu'il faut suivre. Non. Est-ce que je suis satisfait aujourd'hui? J'ai des raisons d'être satisfait. Et je le dis en toute honnêteté. C'est vrai que ce soit le citoyen lambda, les gens souffrent dans le pays. Le pouvoir d'achat est bas. C'est vrai. Je comprends. Des réformes, des intérêts sont supprimés. Je comprends, oui, c'est vrai. Les gens peut-être mangent 2 fois et demi par jour, je sais. Mais il le faut si nous voulons avancer. Est-ce que je suis satisfait? Oui, je le suis parce que je suis espérant. J'ai l'espérance, je n'ai même pas l'espoir, j'ai l'espérance que la situation que le Béninois vit aujourd'hui va avancer. Tout ce qu'on a énuméré dans le PAG, est-ce que vous pensez que ça suit son cours normal? Le document qui est lu, qui a été quand même ventilé au sein de la population? S'il y a quelque chose sur laquelle on peut être sûr, c'est que le président Talon tient à son honneur. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la psychologie des personnages. Quand vous utilisez la psychologie du président Talon, vous allez voir que c'est quelqu'un qui tient beaucoup à son honneur. Beaucoup. Je vous assure que les dispositions du PAG, beaucoup de dispositions sont en train d'être mises en place. Et c'est en cela que j'aime beaucoup le ministre Abdoulaye Tiani, parce que... c'est vrai, il a annoncé une chiffre de plus de 3 000 milliards déjà mobilisés. Tout à fait. Et c'est un travail que... c'est pour ça que je salue le président, le ministre Abdoulaye Tiani, parce qu'il fait un travail sérieux au sein de ce gouvernement. Il fait un travail vraiment sérieux. Il fait un travail très, très sérieux. Et moi, j'ai foi. J'ai foi que les objectifs évoqués dans le PAG seront atteints, même si c'est pas à 100%, ces objectifs seront atteints, parce que qu'on le veuille ou non, nous restons des humains. Mais 3 000 milliards, les gens ne voient pas le débit des travaux. L'aéroport de Glodjiboué qui est là, il y a tellement de choses qui ont été annoncées par le président de Patrice Talon. Qu'est-ce que vous... Heureusement que nous sommes encore à mi-mandat. Heureusement que nous sommes à mi-mandat. C'est-à-dire que c'est aussi ça le Béninois. Le Béninois, il est un peu trop pressé. C'est vrai, il est un peu trop pressé. Et moi, je pense que... je demande à tous les Béninois de rester confiants. Je demande à tous les Béninois de rester derrière le président de la République et de travailler avec lui. Nous avons encore 2 ans et demi pour atteindre... Qu'est-ce qu'on perdrait quand ces dispositions seront mises en pratique? Le Bénin gagnerait. Mais pourquoi ne pas demander aux gens de soutenir? Pourquoi ne pas demander aux gens de participer à l'action politique pour que ces questions ces objectifs soient atteints? Il faut le faire. Alors, pendant ces 2 ans et demi, il faut dire qu'il y a eu quand même le rejet par 2 fois du projet de révision de la Constitution. Il y a quand même la taxation des mots. J'avais souffert par rapport à ça aussi, j'espère. Il y a eu le scandale sur le chantier de l'Assemblée nationale qui n'a pas encore trouvé donc, une issue favorable depuis quelques temps. Alors, que fait maintenant, monsieur, au moment d'affronter la seconde partie, bien sûr, donc, de son mandat? Que faire? Je vais peut-être... Vous accompagnez les actions du président Talon, c'est ça? Absolument. Nous sommes de ceux qui pensent que nous n'avons aucun intérêt pour que le président Talon échoue. On peut être contre lui, on peut être contre la personne du président Talon, mais on ne peut pas être contre le Bénin. Au-delà de tout, c'est le Bénin qui reste. Il vaut mieux avoir un démon en jupe que d'avoir un démon en pantalon. Oui, il vaut mieux avoir un démon en jupe et l'aimer que d'avoir un démon en pantalon qui pourrait être plus viril dans le mal. Ah, mais c'est ça. Nous restons des humains. Et j'ai foi. J'ai foi que ce pays va changer. Et que faut-il faire? Il faut continuer dans les réformes.
Les réformes sont déjà mises en place. Le rejet par 2 fois déjà du projet de révision de la Constitution. Non, le rejet par 2 fois, vous savez, c'est devenu... Ça fait partie des réformes quand même. C'est devenu une affaire personnelle pratiquement. La Constitution, la révision de la Constitution a été rejetée. Pourquoi? Quand on analyse, on voit qu'on veut marquer un coup au président Talon, c'est tout. Et je vous assure, c'est devenu une affaire personnelle. À aucun moment, le Bénin n'est mis en avant. C'est devenu une affaire personnelle. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est des intérêts qui sont touchés. Quand la Constitution sera révisée, c'est des intérêts qui seront touchés. C'est des personnes qui vont voir des intérêts partis. Donc, il faut tout faire pour sauvegarder ces intérêts, c'est tout. Personnellement, le président Talon, est-ce qu'il veut s'éterniser au pouvoir? Pas du tout. Pas du tout. Je ne vois pas un Patrice Talon prendre le Bénin comme sa chose personnelle. En 2021, vous pensez qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession? Ah non, mais écoutez, la question qu'il faut se poser, est-ce que la Constitution le permet? La réponse est d'office oui. Il est venu pour un mandat unique? Il est venu pour un mandat unique, oui, c'est vrai, mais est-ce que la législature a joué par sa partition pour qu'il puisse faire son mandat unique? Non. La 7e législature a estimé qu'il faut qu'il continue. C'est la réponse. Ah oui? Ah oui, c'est la réponse que c'est comme ça nous analysons la situation. La 7e législature a trouvé que le président Talon doit continuer. C'est pour ça la Constitution le rejet. C'est ce qui explique le rejet de la... Puisque vous êtes à l'Assemblée nationale, parlons monsieur du scandale sur le chantier de l'Assemblée nationale. Vous savez, on entendait beaucoup, plus le chef d'État sur ce point-là, mais apparemment, c'est le statu quo. Oui, parce que c'est le statu quo. Mais il faut avouer d'abord que le président Yahi, l'affaire s'est éclatée depuis le président Yahi. Et le président Yahi a fait tout le temps là, il n'a pas pu. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi? Parce que c'est un dossier délicat. Quand le président Talon est venu, il a dit tout de suite, nous allons reprendre les audits pour voir clair. Et moi, je sais, le président Talon a peur de rien. Le rapport est déjà lu. Qu'est-ce qu'on entend concrètement? On connaît les auteurs. Non, vous savez, le président Talon n'a peur de rien. Rien, je vous assure. S'il y a une chose sur laquelle on peut être sûr, c'est que c'est un président téméraire. S'il y a une chose sur laquelle on peut être sûr, c'est un président qui ne recule devant rien. Donc, soyez tranquille. Ce dossier sera élucidé. Les auteurs seront présentés à la justice et la justice va s'en occuper. C'est sûr que les auditeurs qui vont appeler vont revenir sans doute sur les affaires comme Maria Greta, comme Absolument. Les affaires donc, des scandales de l'eau, et ainsi de suite. Et ils attendent toujours ces dossiers-là, mais rien ne sort. C'est ça le véritable problème. Donc, vous savez, les signes avant-coureurs même de ce que ces dossiers seront mis sur tapis, vous allez voir les positionnements pour les législatives. Ah oui, aujourd'hui, quand le veut, il y a des gens autour du chef de l'État qui ne sont pas coupables, qui sont accusés, mais qui ne sont pas coupables. Je fais un clin d'œil à l'autre dame. Je suis accusé, mais pas coupable. Voyez-vous? Donc moi, je dis, on les accuse, mais à aucun moment, leur culpabilité n'est attestée. Ah oui? Et le président Talon, en son âme et conscience, le moment viendra où il dira à toutes ces personnes, allez laver votre honneur et revenez-moi. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Alors, puisqu'on parle, monsieur, donc, de ces affaires-là, vous savez, il y a depuis quelques temps la création, monsieur, de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Certains observateurs avertis estiment que c'est une cour de plus. C'est votre avis? C'est une interprétation. Et nous sommes dans une république d'interprétation. C'est curieux. C'est-à-dire que tout le monde analyse tout. Tout le monde est spécial de tout. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas développer un pays comme ça. Tout le monde fait tout dans ce pays. Tout le monde parle de tout. Dans les pays sérieux, c'est des spécialistes qu'on appelle, qui analysent, qui disent « Ah, mais attention, du point de vue juridique, il y a tel. Est-ce que, dans le fond, c'est possible ?» La réponse est oui. Est-ce qu'il est exclu de lutter contre les crimes financiers, ou le terrorisme? Est-ce qu'on peut dire, on refuse de lutter contre ça? Mais les tribunaux sont là pourquoi? Les tribunaux sont là, oui, certes. Ça, je suis absolument d'accord. Mais est-ce que, du point de vue juridique, la Cour qui est créée, est-ce que c'est exclu? Ce n'est pas exclu. Chaque président vient avec son objectif. Le président Talon se dit, écoutez, pour atteindre mes objectifs, il faut que je puisse faire ça. Et on ne peut pas lui interdire la Constitution. C'est pour ça que je vais demander aux Béninois de lire la Constitution du Bénin sur les attributs du président de la République. Le président béninois est trop fort. C'est un président
trop fort, je vais dire hyper fort. Extrêmement puissant, mais ce n'est pas du fait du président Talon, c'est la Constitution qui le veut. Les pouvoirs personnels du chef de l'État sont exorbitants, je le reconnais. Mais ce n'est pas le président Talon qui, c'est depuis 1990 et ça fait partie des problèmes qu'on pourrait régler, je suis d'accord. Mais en la matière, on n'a pas révisé la Constitution. Si on avait révisé la Constitution, on aurait pu voir cet aspect de la chose et corriger. Mais la certaine législature a dit non, nous ne voulons pas que le président continue d'avoir ses pouvoirs dans sa plénitude, dans sa totalité, dans toute sa splendeur. Et on en prend hâte. Voilà. Alors, votre mouvement politique mène donc ses activités à Sébenkoji, plus précisément donc, dans la 19e circonscription électorale. On annonce également la présence du roi de la volaille, le milliardaire Sébastien Adjavon, comme j'ai l'habitude de le dire, et le président du PBR, Lot Ouenou. Alors, le premier, vous le savez, est convoqué donc, à la CRIET, donc, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le 18 octobre prochain. Et puis, le second, Lot Ouenou, a été interpellé hier donc, à la frontière d'Ila-Kondji. On n'a pas encore toutes les précisions par rapport à cette interpellation, mais on sait qu'il y a eu des émissions, pas des émissions, mais des audios qui ont circulé sur les réseaux sociaux, donc sans doute elle a été interpellée par ça. Alors vous dansez, vous, au niveau donc, de la 19e circonscription, parce que le champ est désormais libre pour vous, monsieur Ouenou. Ah non, mais attention, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Ah, mais le terrain dans la 19e n'est pas stable. Hein? Ah, les jeunes ont compris aujourd'hui. Les jeunes ont compris que le moment est venu de se lever pour prendre le destin en main. Ah non, ce n'est pas comme avant où les gens se levaient, ils ont 4. Ils ont presque 5 sur 5. Ah non, pas du tout. Le terrain est ouvert peut-être, je ne suis pas sûr. Ce qui compte aujourd'hui dans la 19e, il faut travailler. Il faut travailler. Ce travail, nous l'avons commencé depuis très longtemps. Les jeunes savent aujourd'hui qu'il vaut mieux que la jeunesse, les jeunes, qu'ils participent à la gestion de la chose publique que de soutenir des personnes qui, depuis 1960, sont restées dans l'appareil politique sans développer le Bénin. Donc non, vous dites que le champ est ouvert, le champ n'est pas ouvert encore. Pas du tout. Les jeunes attendent. Les jeunes sont là, tranquilles, ils attendent. Mais en sourdine, vous applaudissez? On se dit peut-être que le combat... Non, vous savez... Il y a moins de combat parce que, voilà, il y a... Non, vous dites... Le président Gabon, vous ne le savez peut-être pas, mais... C'est quand il a Jeffa avec ses usines. Le président Gabon... le président Gabon a eu le temps de se faire aimer. Ça, je l'avoue. Quand vous allez dans la 19e, beaucoup de personnes aiment le président Gabon. Le président Gabon, c'est quelqu'un que je respecte bien, c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un dont les proches sont mes proches, oui, je sais. Mais dans l'absolu, est-ce que ça suffit pour gagner le pouvoir politique? Je dis non. Son interpellation pour le 19 octobre prochain, l'issue, c'est vraiment, c'est rien pour l'instant. Comment vous l'interprétez? Les gens estiment que bon, c'est juste pour marquer un coup à un homme politique parce qu'il dérange beaucoup, c'est vrai. Moi, je dirais que je fais confiance à la justice béninoise. Je dirais que je fais confiance à cette cour. C'est-à-dire que tout est question d'interprétation dans ce pays. Ah oui, c'est ça. Chacun interprète selon sa convenance. Ah oui, moi je dis que la justice triomphe. Ah oui, peut-être que c'est de ma position, mais je le pense honnêtement. Moi, je pense que il est quand même important pour... Et le président Gabon même le souhaite. Ah, il souhaite en finir avec cette question. Mais si on lui donne l'opportunité d'en finir, il vaut mieux saisir cette opportunité pour établir définitivement son innocence dans cette affaire. Ah, moi, je le préfère. Je préfère qu'on puisse dire ce dossier, stop et fin. Stop et fin, que tout le monde est clean. Je préfère qu'on dise que, voilà, la culpabilité est attestée, mais qu'on puisse s'asseoir, pour que les spécialistes puissent s'asseoir pour voir la véracité de ça. Et on ne peut pas être contre dans une république. Le président Gabon ne peut pas se faire enfermer injustement. Si c'est établi qu'il n'est pas coupable, ben, il va repartir, c'est simple. Et non, c'est comme ça, moi j'analyse. C'est pas que hygiène les a fait et on bloque un adversaire politique. Non, moi je ne veux pas, je ne veux même pas analyser de cette façon. La jeunesse béninoise, c'est également sur les réseaux sociaux, le WhatsApp. J'avais parlé tout à l'heure, bien sûr, de l'autre nous avec ses audios tout nutrients, bien sûr, sur les différents réseaux. Aujourd'hui, il y a également un monsieur que vous connaissez très bien, Sabi Sira Korogone, qui a été condamné donc, à 1 an de prison donc, pour des déclarations à élan ethnocentrique et régionaliste. On a
tendance à penser aujourd'hui que la jeunesse perd un peu de la boussole. Oui, et c'est malheureux, c'est ça. En réalité, ce n'est pas la faute aux jeunes. C'est pas du tout la faute aux jeunes. Est-ce que... Mais ce n'est pas des gens qui ont 18 ans. Non. C'est des gens qui ont dépassé un certain âge. Vous savez... Ils doivent prendre leurs responsabilités. Non, même les aînés, il y a des gens qui sont conçus comme ça. Il y a plein de politiciens, des aînés qui n'ont aucune notion des valeurs. Non, vous savez, il faut mettre dans la tête des jeunes. Mais quand un président des valeurs républicaines qui se fait... Non, je ne voudrais pas m'atteler sur les mots. Valeurs républicaines, c'est une terminologie, je suis d'accord, mais moi je parle du fond. Il faut montrer aux jeunes que la République reste une. Il faut montrer aux jeunes que le régionalisme n'est pas une bonne chose. Il faut montrer aux jeunes qu'il faut rester soudés dans le pays. Et personne, aucun gouvernement n'a réussi véritablement à faire ça. Nous avons vu des présidents dans ce pays qui ont dit publiquement, après les 10 millions de personnes, qu'il viendra avec les siens de quelque part de ce pays. Tous on l'a écouté, personne n'a réagi. C'est vrai qu'on a fustigé, mais voilà des choses. Si des gens qui sont peut-être à un doigt d'avoir 60 ans pensent comme ça, pourquoi on accuse les jeunes de 18 ans, de 19 ans? Ah, mais c'est ça. Les aînés sont la boussole, les représentants de la boussole, ils se comportent de façon bizarre. Et il est tout à fait normal que les jeunes se comportent de façon bizarre. C'est pour ça que nous, au PSN, nous avons dit qu'il faille qu'on puisse former les jeunes. C'est ça. Qu'il faille qu'on puisse changer la tendance. Et pour changer la tendance, il faut travailler, il faut éduquer, il faut sensibiliser. C'est ça. Avant de parler bien sûr donc, du chômage donc, des jeunes, il faut le dire, nous allons revenir très rapidement sur l'aspect politique. Vous savez, dans 6 mois, c'est donc les élections législatives. Les états-majors des partis politiques n'échappent pas donc à la guerre de positionnement qui fait déjà rage dans la perspective donc, de ce scrutin. Alors la constitution des blocs pourrait donc laisser de graves séquelles, ça, il ne faut pas se les cacher. Alors tout le monde veut aller donc à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Alors que pense justement le mouvement politique plus en nous? Non, mais nous pensons que au PSN, nous pensons que à un moment donné, il faut faire les réformes. L'Assemblée nationale n'est pas faite pour tout le monde. On ne peut pas. Les places qui sont là sont très limitées. Avoir l'ambition d'aller ne signifie pas que je suis allé à l'Assemblée nationale. Pas du tout. Et cette fois-ci, nous voulons que les représentants du peuple soient des gens vraiment représentatifs. Que les représentants soient des gens sur qui on peut compter. Nous avons vu des commerçants qui sont allés s'asseoir à l'Assemblée nationale. Nous avons vu des gens... C'est pas interdit quand même. Non, ce n'est pas interdit. Moi, je parle du gain que le peuple peut en tirer. Nous avons vu des gens... Et c'est ça le problème des politiciens béninois. C'est-à-dire que l'électorat est considéré comme un escroc qui attend les élections pour prendre l'argent. Donc, quand on a l'élection, on se dit, enfin, je n'ai plus rien avec cet électorat. On va s'asseoir à l'Assemblée nationale, on revient 4 ans après pour dire, bon, je suis encore venu, venez chercher votre argent et je repars. C'est fini ça. On a dit qu'il faut que le député puisse participer, puisse aider. C'est vrai que le député n'est pas au pouvoir central, n'est pas au pouvoir exécutif, mais à travers les lois, il faut que le député impacte la vie du citoyen, la vie de l'électorat. Et depuis très longtemps, nous n'avons pas ça. Nous avons des gens qui n'ont aucune ambition pour les jeunes, ils n'ont aucune politique de développement personnel, ils n'ont aucune réflexion sur les lois. Ils vont s'asseoir à l'Assemblée nationale pendant 4 ans. Ils ont les avantages, ils voyagent, et ça s'arrête là. Est-ce que le choix donc devait être guidé justement par la jeunesse qui constitue aux yeux donc de plusieurs observateurs une source d'innovation créatrice? C'est vrai qu'on a vu quelques jeunes à l'Assemblée nationale, Guy Mitopé, qui, il faut le reconnaître, a fait de son mieux. Il y a quelques jeunes à Tao Mabed Henho, malheureusement, qui se trouvent donc à la présidence civile de Cotonou. Il y a d'autres jeunes voilà, qui ont quand même posé des actes positifs donc, à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un exemple, et il faut balayer tous ces vieux-là qui ont fait peut-être déjà depuis 1960. Heureusement que bon, il y a certains qui ont pris la retraite. Je ne vais pas citer des noms pour ne pas indexer un certain nombre de personnes. Mais aujourd'hui, l'Assemblée nationale a besoin donc il faut renouveler la classe politique béninoise, c'est ça? Non, c'est important. Il faut renouveler la classe politique béninoise. Mais je vais vous dire, balayer, c'est un peu plus fort que moi. Je ne dirais pas balayer, je dirais aider à partir. Aider à partir. L'homme est conservateur. Ah, mais c'est ça, l'homme. Et l'homme béninois en particulier est très conservateur.
En politique, personne ne veut lâcher prise. Tout le monde, même les plus aînés, vous allez voir quelqu'un de 87 ans qui parle encore de la politique dans ce pays. Quelqu'un qui a dit qu'il a pris sa retraite. Et il est parti, il est revenu. Vaille que vaille. Nous avons vu des gens qui sont allés à la retraite à Abomey, mais sont revenus en politique. L'homme est conservateur. Et il faut que la jeunesse puisse aider, et non pas balayer, aider les aînés à partir dignement. Et c'est ce travail qui a commencé sur le terrain. Mais c'est au niveau de la jeunesse, vous entendez, parce que c'est aussi le problème, parce qu'il y a tellement d'ambition démesurée, c'est les jeunes aujourd'hui, il y a cette cacophonie, donc voilà, tout le monde veut également diriger telle structure, tout le monde vient accompagner le président Talon aussi, il faut le reconnaître, parce qu'on n'a pas les moyens financiers. Ça, c'est le gros problème. Non, c'est-à-dire que la question qu'il faut se poser, pourquoi on est arrivé à ce mal? Parce qu'on a pensé que la politique est la seule issue pour être heureux. Ah, mais c'est ça. On a pensé que la politique est le seul moyen pour s'épanouir. On a pensé que la politique est la seule voie par laquelle on peut passer pour réussir. Ah, mais est-ce qu'on a montré à la jeunesse depuis 1960 que c'est le travail qui paye? Est-ce qu'on a montré à la jeunesse qu'il faut se faire former? Est-ce qu'on a montré à la jeunesse qu'il faut aller à l'école? Est-ce qu'on a montré à la jeunesse qu'il faut aller de l'avant? Est-ce qu'on a montré à cette jeunesse qu'il faut avoir un mental d'acier? C'est ça. On ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui, pourquoi on se plaint que les jeunes soient ce qu'ils sont aujourd'hui? On ne peut pas se plaindre. C'est ça. Ouais, mais c'est ça. C'est pour ça qu'au PSN, chez nous, nous avons dit il faut former. Il faut faire ce travail. Nous le faisons avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de dévouement, avec beaucoup d'abnégation. Et le président Agbedia Uriel, il est prêt pour que ce travail aille jusqu'au bout. Alors, monsieur Cédric, vous avez donc votre mouvement a écrit donc au président de la République, le président Patrice Talon. Est-ce qu'on peut avoir la teneur, bien sûr, donc, de cette missive, de ce courrier-là? Qu'est-ce que vous avez dit concrètement au président Talon? Non, c'est deux messages fondamentaux. Premier message, réitérer le soutien du PSN au président Talon. Mais ce soutien est éclairé, ce soutien est très éclairé. Nous, on fait partie des rares personnes, des rares mouvements qui pensent qu'il faut faire la part des choses. Nous avons dit au président Talon qu'il faut faire la part des choses pour que, dans la douleur des réformes, le Bénin continue d'être un pays démocratique. Il faut faire les réformes, oui, mais il faut à tout prix, je dis bien à tout prix, sauvegarder la démocratie. Et pratiquement personne n'a le courage. Aucun mouvement partant n'a le courage de dire, c'est vérité. Nous, le président Uriel a le courage de dire, écoutez, monsieur le président de la République, avec tout le respect que je vous dois, je vous réitère le soutien de mon mouvement, mais dans le même temps, je vous demande pardon, je vous supplie, je vous conjure, faites en sorte pour que la démocratie triomphe dans ce pays. Et tout le mérite est là. Tout le mérite est là. Et ce que les gens ne connaissent pas, c'est que cette lettre qui est écrite n'est pas l'apanage d'un individu, pas du tout. C'est un travail qui est pensé, c'est un travail qui est revendiqué par la jeunesse de la 19e. Ah, mais c'est tous les jeunes qui pratiquement se sont levés comme un seul homme pour dire, écoutez, il faut qu'on fasse cette action. Et on s'est réunis, on a dit, mais quelle forme cette action aura? On a réfléchi longuement sur cette question avant de... C'est pas que le président Uriel Agbedia s'est enfermé dans une chambre et a écrit une lettre, pas du tout. C'est un travail collégial. C'est un travail de tous les jeunes de la 19e. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Vous cherchez l'argent où? Vous trouvez l'argent où concrètement? Justement, c'est ça. C'est ce qu'il faut corriger. Ne me dites pas que c'est rien que de la cotisation, des cotisations. Non, pas du tout. C'est ce qu'il faut corriger. C'est ce qu'il faut corriger dans ce pays. C'est-à-dire que c'est la volonté d'abord. C'est l'engagement citoyen. Et c'est ça. On ne peut pas mettre la question la question du financement devant. Non, ça ne peut pas aller comme ça. On ne peut pas développer un pays comme ça. Tout n'est pas l'argent. Mais il faut avoir l'engagement. Est-ce qu'on a l'engagement citoyen? Est-ce qu'on est prêt à faire ce travail de façon bénévole? L'argent, mais c'est après. L'argent, c'est après. Mais justement, la Cour constitutionnelle a déclaré non conforme donc, à la Constitution les articles 227, 244, 249 et 308 contenus bien sûr dans le nouveau code électoral. Alors, dans l'ensemble, comment vous voyez, il y a le problème de cautionnement qui est là, avec 250 millions pour la présidentielle et puis 249 millions pour les partis politiques par rapport donc, aux élections législatives. Vous parlez bien sûr de sous. Est-ce que vous, au niveau de votre mouvement, vous pensez déjà donc aller aux élections et dans quel bloc aujourd'hui? Puisqu'il y en a deux au niveau de la mouvance présidentielle. Ce qui est sûr, ce qui est sûr chez nous, au mouvement PSN, je puis vous dire que ce que nous faisons
nous continuons à travailler, nous continuons à mobiliser, nous continuons à sensibiliser, nous continuons à former. Et vous avez déjà identifié un bloc politique? Le moment viendra incessamment où nous dirons que le bloc que nous allons choisir, nous allons rendre ce bloc-là public. Mais pour le moment, nous continuons encore dans notre vision, nous continuons encore dans le travail que nous faisons tous les jours. Et ce travail, nous allons le continuer jusqu'au moment où nous allons estimer qu'il est temps de rendre ce choix public. 250 millions pour la présidentielle, vous, est-ce que vous serez prêt à... Ce qui est sûr. La main à la poche pour... Non, mais écoutez, 250 millions, ce n'est pas 250 000. Je suis d'accord. 250 millions, ce n'est pas... On ne peut pas aller chercher quelque part. Tout de suite, je suis d'accord. Mais nous pensons que ensemble, nous pouvons arriver à relever ce défi. C'est un défi. À partir du moment où ces dispositions du code sont devenues officielles, nous avons pris ces dispositions comme un challenge, comme un défi. On peut relever ça rapidement. Le quitus fiscal aussi, ça crée aujourd'hui dans des... C'est important. C'est de ça que nous parlons. Il faut que les dirigeants, il faut que celui qui représente le peuple soit digne. Il faut qu'on puisse dire, ah oui, c'est un vrai dirigeant, c'est un vrai représentant du peuple. Ah oui, il mérite. Il faut qu'il soit lavé de tout. Il faut qu'il soit, comme les Anglais le disent, clean. Absolument clean. Alors, les jeunes, il ne faut pas se le cacher aujourd'hui, on ne parle pas du chômage, hein, c'est tellement criard donc, chez les jeunes. Est-ce qu'au niveau donc, de votre mouvement, vous travaillez avec le gouvernement par rapport à ça? On sait que le gouvernement avait prévu donc 100 000 emplois par an, soit 500 000 pour le quinquennat. Est-ce que vous avez déjà une idée de nombre d'emplois créés déjà depuis 2 ans et demi par le gouvernement du président Patrice Talon? Non, mais ce qui est sûr, les gens vont dire que le président Talon a supprimé beaucoup d'emplois. Les gens vont même vous dire que le président Talon fait partie des présidents il est le président qui n'a rien créé comme emploi dans ce pays. Les gens vous diront des choses bizarres. Et vous entendez sans doute. Mais nous pensons, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase du professeur Midiouan, il dit les jeunes refusent de se faire former. Ah oui, je vous assure que pas 2 ou 3 fois déjà, j'ai déjà vu des profils, on veut des jeunes d'un tel profil dans un milieu donné, on n'en a pas eu. Mais pourquoi les jeunes refusent de se faire former? Ce n'est pas leur faute. Est-ce qu'on a appris aux jeunes que la grandeur se fait par la formation? Est-ce qu'on a appris aux jeunes que pour s'élever dans la société, il faut se faire former? Les jeunes n'ont reçu aucune... Les jeunes ne sont pas formés. Pas du tout alors. Les jeunes n'ont pas... Heureusement que ce n'est pas tous les jeunes. Au moment, chez nous, au PSL, nous travaillons pour que... Nous travaillons sur le profil des jeunes. C'est ça. Je ne vous fais pas dire. Chez nous, nous avons des journalistes, nous avons des docteurs. Moi qui vous parle, je suis un doctorant en 3e année de thèse. Et ne soyez pas surpris si vous apprenez peut-être avant 2019 que je suis devenu docteur. Mais c'est des choses qu'on n'a pas besoin d'aller mettre sur la place publique. Chez nous, nous avons des opérateurs économiques, chez nous, nous avons des médecins, chez nous, nous avons des enseignants, des professeurs d'université. C'est ça, c'est la conjugaison de tous ces profils-là qui fait, la conjugaison qui fait qu'on grandit. Mais les aînés ont tendance, ils n'ont pas confiance à la jeunesse aujourd'hui. Leur confier peut-être une tâche, une mission, c'est pas toujours facile. Hein. Non, il faut arracher. Ils ont raison. Les aînés, mais pourquoi les aînés pourquoi, au nom de quoi les aînés vont vont transmettre le pouvoir aux jeunes? Je vous dis que le Béninois est très conservateur. Des gens de 87 ans qui continuent à parler de la politique. Et pourquoi voulez-vous que le type qui a 60 ans... Vous êtes un peu embarrassé, un peu embêté par rapport à tout ce qui se passe au niveau des blocs. Vous voyez les anciens, ceux-là qui ont dirigé le pays, peut-être depuis 1960, qui se retrouvent encore dans les blocs aujourd'hui. C'est malheureux. Et c'est là où le président Talon va vous surprendre. Hein? Ah oui. Les positionnements. Ah, mais vous serez surpris. Mais parlez-nous, puisque vous avez dit je n'ai pas mandat pour parler de ça. Je n'ai pas mandat. Il y a une surprise. Mais ce qui est sûr, je vous assure que la surprise sera totale. Ceux qui pensent que le Bénin, c'est pour eux. Depuis 1960, ils sont là. J'ai vu des gens, je ne veux pas être précis, sinon vous allez connaître peut-être la personne. J'ai vu des gens qui ont été procureurs dans ce pays, mais qui sont encore là. Je le dis à voix basse. Ils sont toujours là. Mais le micro est ouvert. Vous dites à voix basse. Non, c'est pour dire. Donc, voyez-vous, nous, on pense que le moment est venu pour qu'on aide. C'est pourquoi j'ai dit aider à partir dignement.
pour qu'on aide ces aînés à partir dignement, et non les balayer. Si on dit balayer, ils auront tendance à penser que c'est péjoratif. Mais on va les aider à partir dignement, ils partiront. Je vous l'assure. Il reste 2 ans et demi. Qu'est-ce que vous allez faire justement pour accompagner le chef de l'État, pour surtout au niveau du PAG, au niveau donc des élections, parce que les élections c'est dans 6 mois. Alors qu'est-ce que vous allez faire, vous, à votre niveau, pour montrer au président de la République que vous êtes toujours derrière lui? Non, ce qu'il faut faire d'abord, c'est de continuer à travailler. En réalité, ce que le président Talon fait, le président Talon seul ne peut pas, au palais de la République, développer le Bénin. C'est la conjugaison de tous les Béninois. Nous, à notre niveau, nous allons travailler. Ce qui est de notre ressort, nous allons le faire avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de gaieté, avec beaucoup d'abnégation. Mais dans le même temps, nous allons être attentifs. À chaque fois que nous pensons que la démocratie sera piétie, nous allons dire, Monsieur le Président de la République, avec tout le respect qu'on vous doit, on aurait voulu, parce qu'au-delà de tout, c'est lui qui est élu. On aurait voulu que vous procédiez de cette façon. Nous allons continuer à proposer, nous allons continuer à faire des propositions, mais dans le même temps, nous allons continuer à travailler dur pour que ce pays-là, enfin, se développe. Monsieur Cédric, avons-nous aujourd'hui une opposition constructive ou bien une opposition destructive? La réponse est non. Constructive, j'enlève destructive. Avons-nous une opposition constructive? La réponse est non. Ah non. C'est non, grand N. Un pays qui se développe. Mais c'est pas comme ça. Tout ne peut pas être noir dans un pays. Quand vous écoutez quelqu'un comme l'honorable Dianontin, vous pensez que rien n'est fait dans ce pays. Quand vous écoutez quelqu'un comme le confrère, l'ancien confrère, les Zombayi, vous pensez que rien n'est fait dans ce pays. On ne peut pas faire une opposition comme ça. Moi, j'ai déjà vu des gens en France aller main dans la main pour dire ah non, au-delà de tout la République, on peut commettre des erreurs. Et ce sont ces erreurs-là qu'il faut évoquer. Mais dire que tout est noir dans un pays, jamais, c'est pas bon. Aucune opposition ne peut se faire de cette façon. Aucune. La sortie du ministre Komikuchi aux États-Unis, vous l'interprétez comment aussi? C'est toujours pour détruire, déstabiliser la République? Le ministre Kouché, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Parce que il est jeune et il a réussi à entourer autour de sa personne le respect. Le respect. J'avoue que je l'aime. Je l'aime beaucoup. Mais n'empêche, le ministre Kouché est issu d'un milieu politique. Il est fabriqué en griffe par le président Boningayi. Le président Boningayi est président d'honneur d'un parti que nous connaissons. Le président, ce parti-là a une idéologie que nous connaissons. Ce parti-là a une ligne de conduite que nous connaissons. Et pourquoi voulez-vous que Kouché s'écarte de cette ligne? C'est la discipline du groupe, c'est ça? C'est la discipline du groupe. Et quand le ministre Kouché se met aujourd'hui à critiquer, je ris presque. Je fais l'effort de ne pas rire. Parce que dans ce même pays. C'est pour ça, l'artiste qui a dit que le temps est le deuxième et le second nom de Dieu, c'est vrai, je vous assure. On a vu en 10 ans comment le pouvoir politique a été géré. On a vu comment est-ce que l'exercice du pouvoir se faisait. Et aujourd'hui, dire que faire ces critiques, franchement... Mais les gens disent que pendant 10 ans, l'argent a beaucoup circulé, qu'aujourd'hui, maintenant, ça ne va pas. Justement, l'argent qui circulait, c'est l'argent du gâteau. Ah, mais il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que le Bénin était un pays gâteau, où chacun allait couper. Et l'autre vient, le président vient dire, développons le pays. Cessons de considérer cessons de manger du gâteau tout le temps. C'est la République du gâteau. Le président, l'argent qui circulait, Ah oui. Ah, l'argent circulait. Vous reconnaissez? L'argent circulait, mais quel argent circulait? L'argent qui va servir à faire des routes, l'argent qui va servir à créer des hôpitaux, l'argent qui va servir à faire telle chose, c'est l'argent qui circulait dans les poches. Nous avons déjà vu des anciens ministres nommés peut-être aujourd'hui, 6 mois après, le type devient, sur le plan physique, il devient bizarre, ventre joufflu. Et je dis, mais est-ce que c'est la même personne? Je demande, mais qu'est-ce qui a pu bien se passer? Mais c'est cet argent-là qui transforme les gens comme ça. L'argent qui va servir à la République, l'argent là sert à changer la ligne des gens. L'argent là sert à mettre les maîtresses en masse dans des maisons. Le président Talon, l'ancien président de la République, a essayé donc d'attirer l'attention du nouveau chef de l'État sur certaines situations. Il a fait quand même une publication sur sa page Facebook. Je ne sais pas si vous avez lu votre réaction. Est-ce que c'est le moment il a senti sans doute que ça ne va pas passer ça? Non, le président il a fait l'effort. Il fait un effort surhumain.
Et ça, je le salue. De ne pas montrer que l'adversité reste. De ne pas montrer que la rancœur reste. De ne pas montrer que la guerre continue. De ne pas montrer que le carrefour est devant, ils vont se rencontrer. Mais je l'ai suivi sur Africa 24, il dit que je m'entends très bien avec le président Talon, nous sommes des amis, on s'entend bien, on se pense. Est-ce que c'est juste pour... Est-ce que vous pouvez croire ça, vous? Bon, moi, de toute façon, c'est une dégradation d'un homme politique. Voilà. Oui, c'est ça. Heureusement que vous avez ajouté d'un homme politique. Il reste un homme politique, ceux qui veulent croire, c'est le problème. Pourquoi voulez-vous qu'il aime le président Talon? Au nom de quoi il va l'aimer? Mais l'histoire, c'est ça que... L'histoire de ces deux hommes, leur histoire est écrite dans la mémoire, dans le rocher de la mémoire collective. Tout le monde sait. Est-ce que vous pensez que le président Boni avait fait l'effort pour ne pas montrer que l'adversité continue? Et Dieu même sait que ça continue. Dieu même sait que ça continue. Vous savez très bien que... je l'aime tellement, c'est pour ça que je l'ai offert dans une Bible. C'est ce qu'elle dit. On en prend hâte et on concède. C'est ça. Si c'est profond, tant mieux pour la République. Mais si c'est pas profond, de toutes les façons, tout le monde est éveillé dans ce pays. Alors, sur le plan social, avant d'ouvrir l'antenne, parce qu'il est déjà 10 heures passées de quelques minutes dans les studios de OCFM, nous émettons depuis Cotonou. Alors, sur le plan social, on a quelques, disons, je ne dirais pas quelques soucis, mais les gens se plaignent. Parler de la ménagère, c'est vrai qu'aujourd'hui on a un incident au niveau du maïs, au niveau de certains produits vivriers, mais aujourd'hui, quand vous allez à l'intérieur du pays, on a comme tendance qu'il y a quelques soucis à se faire. Oui, je suis d'accord. Je suis absolument d'accord. C'est pourquoi j'évoquais tout à l'heure que je disais que... Les réformes ont touché tellement aussi les gens. Oui, c'est ça. C'est pas... Toute réforme est douloureuse. Vous ne pouvez pas mettre une réforme et ne pas en souffrir. Les gens aujourd'hui, je suis d'accord qu'ils mangent difficilement 3 repas par jour. Je suis d'accord que le pouvoir d'achat est bas. Je suis d'accord. Mais voyez-vous, entre le choix d'un pouvoir bas, peut-être pendant 2 ou 3 ans, et le développement à long terme, qu'est-ce qu'il faut choisir? Entre un diable en pantalon et un diable en jupe, lequel vous préférez? Tout de suite, je vous dirais le diable en jupe, lui au moins, il peut avoir la tendresse de la femme. Mais en pantalon? En pantalon, lui sera plus viril dans le mal. Donc toutes les femmes qui sont en pantalon, non, pour revenir plus sérieusement. Voyez-vous, aujourd'hui les gens souffrent, je suis d'accord. Oui. Mais est-ce que cette souffrance sera continue jusqu'à 5 ans? Je dis non. Les gens vont sortir de leur souffrance. Les réformes qui sont mises en place, les fruits vont commencer par tomber. Absolument. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut qu'on puisse croire au chef de l'État. Il faut qu'on puisse croire aux actions du chef de l'État et garder la foi que quelque chose peut changer dans ce pays. Ouais. Il est 10h, pratiquement 6 minutes 47 secondes dans les studios de OCFM émettant de Cotonou. Ce qu'il a fait de mal, c'est peut-être de penser aux réformes. Et ces réformes, dans le fond, est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Ce qu'il a fait de mal, c'est peut-être d'avoir la témérité. C'est peut-être de dire je veux réussir là où tout le monde a échoué. C'est ça. C'est ça. Ce n'est que ça. Sinon, au-delà de tout, moi je pense que le président Talon, franchement, on peut tout dire. On peut tout dire. Ce qu'il a fait de mal serait loin de ce qu'il a fait de bien. Et ce qu'il a fait de mal, moi, je ne voudrais pas qu'on puisse se concentrer sur le mal. C'est le mal. Justement, votre dernier mot avant de quitter ce studio. Vous avez donc, disons, 30 secondes, 8 minutes. Très bien. Donc, j'insiste, le jeu est ouvert dans la 19e. Dire que le président n'en a aucune chance. C'est pas la peur qui vous amène à dire ça. Non, pas du tout. C'est l'objectivité. C'est l'objectivité. D'accord. Franchement, je suis honoré d'être l'invité du jour de votre émission si célèbre. Je vous remercie pour le professionnel dont vous faites montre. Je vous remercie pour cet honneur que vous me faites. Je voudrais remercier tout le monde, tous les auditeurs qui ont suivi cette émission. Je voudrais les inviter, et franchement, du fond du cœur, à soutenir 3 fois le président Paris Talon pour que le Bénin, notre pays, puisse enfin sortir de l'ornière et être hissé au Panthéon de la gloire. Et le président Uriel Agbédia, ensemble avec tous les jeunes de la 19e, pense sérieusement que
le président Talon réussira. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Cédric Rounou. Donc, comme on l'avait si bien dit, c'est le mois de la jeunesse sur 4 sur table. Si tout va bien, le dimanche prochain, nous pourrons donc inviter le maire de Banikwara, qui est un jeune également, qui sera dans ce studio pour nous parler, monsieur, des difficultés dans le nord du pays. Surtout, vous savez, ces derniers temps, il a été court-circuité, ou bien il a été il y a la pression sur lui par rapport donc à la gestion donc de la vie de Banikwara. J'espère qu'il viendra nous dire un peu comment il entend donc gérer les tout prochains mois justement à la tête de cette mairie de Banikwara. Eh bien, monsieur Cédric Rounou, membre pour ne pas dire donc représentant donc du mouvement politique Plus Sans Nous, était donc dans ce studio et pour le 39e numéro de l'émission Cas sur table de l'année 2018. Monsieur, merci d'avoir été là. Hein? Merci. Merci. Partemo Gomez et toute l'équipe technique de Iban FM de Parakou était en direct pour la synchronisation. Rock Botonredo était face à l'écran sonore pour le compte de Océan FM. Chris Bell Moncho a signé le résumé de cette émission. La caméra de Océan Télévision était gérée par Semiat Yessoufou. Préparation et présentation, Hospice Fouenou de Dravo. Sachez que le bonheur se taille en hauteur pour ceux qui lui manquent en longueur. Je vous retrouve dimanche prochain avec toute mon équipe. Vous serez naturellement les bienvenus. Salut.